Eh bien, salut à tous, bienvenue dans les voix du SEO. Donc, c'est la série où on donne la parole à celles et à ceux qui façonnent le SEO de demain. Et aujourd'hui, on reçoit donc Nelly Kampf, que vous avez peut-être certainement découvert au SEO Summit, avec sa conférence ultra inspirante sur le lien entre confiance, branding, IA et visibilité. Donc déjà, merci Nelly d'avoir répondu présent. Et en fait, justement, après ta conférence, on s'est tous dit, OK, donc on va plus ranker, on va brander. Et ça va être un petit peu tout Voilà. l'objet, voilà, ça va être un petit peu tout l'objet de cette interview aujourd'hui. Mais voilà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas justement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire bah, qui tu es, ce que tu fais et surtout qu'est-ce qui t'anime dans ton approche du SEO aujourd'hui? Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis Nelly Kempf, je fais du SEO et de l'acquisition, mais je fais aussi beaucoup de création de contenu et de vulgarisation sur ces sujets-là, donc que ça soit sur LinkedIn, dans des podcasts comme aujourd'hui, dans des conférences comme au Parc des Princes dans le cadre du SEO Summit. Je fais des interviews, je fais des formations, j'ai un livre. J'ai une newsletter, enfin plein de choses différentes, toujours autour du SEO et de l'acquisition. Et puis avec un angle qui me tient à cœur, qui est de le rendre accessible même à ceux qui sont pas forcément du métier, parce que c'est des termes qui peuvent être un petit peu obscurs, qui peuvent faire peur, alors que parfois c'est pas si compliqué que ça. Quand on l'explique simplement, ça peut faciliter plein de choses. Donc moi, j'essaye toujours d'expliquer les termes, d'expliquer le jargon, et puis bah, de reprendre un petit peu les bases pour que personne ne se sente perdu en me lisant ou en m'écoutant. Et c'est un sacré challenge parce qu'il y a des fois des trucs qui sont difficiles à simplifier. Je te l'accorde. Eh Ceux qui ben, se laissent la merci Nelly parole, pour ouais. cette présentation. Du coup, pour ceux qui ne te connaissaient pas, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, eh ben, enfin, ils t'ont découvert et pour ceux qui te connaissent, ils t'ont redécouvert. Donc, nous, c'est le collectif Pareto. Donc, on va se présenter à notre tour. Moi, c'est Shaoki, je suis accompagné de Jenna et Dana. Donc, c'est un réseau d'entrepreneurs spécialisés dans le digital réunis autour du SEO et de compétences complémentaires. On est un groupe avec plusieurs membres et qui ont plusieurs compétences, donc comme le contenu, la data, la stratégie, SEA, IA, etc. Il y a plein de compétences. Donc, on aide les marques à bâtir une visibilité solide, humaine et rentable avec une méthode simple, 20% d'action pour 80% de résultats. Vous voyez de quoi je parle. C'est bien sûr directement issu du programme de Bill Kerr qu'on ne présente plus maintenant, SEO Pareto. Donc, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Donc, on vous met tous les liens en description sous la vidéo. Et si vous aimez, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour être averti des dernières actualités et des prochaines interviews. Merci encore pour ta présence parmi nous, Nelly, aujourd'hui. Je dois te le dire, je te le dis, tu as fait salle comble au Parc des Princes avec une énergie vraiment incroyable. Comment tu as vécu ce moment-là et en prenant un petit peu de recul, qu'est-ce que tu retiens de cette édition du SEO Summit? Bah ouais, c'était incroyable. C'est la deuxième année de suite que j'ai la chance de faire une conférence dans le cadre du SEO Summit. Donc l'année dernière, Grand Rex, cette année Parc des Princes. On nous gâte bien. C'est des lieux qui sont incroyables. Donc bah c'est vrai que déjà l'endroit pose le cadre. J'avais un peu peur parce que il y avait quatre conférences en même temps. Donc à chaque fois, on se dit est-ce que les gens vont venir à la mienne? Est-ce que mon sujet va intéresser et tout? Et comme tu l'as dit, bah, j'ai fait salle comble, effectivement. Donc, grosse fierté, c'était très cool. J'ai vu que le sujet intéressait les gens et tout ça, donc ça m'a vraiment fait plaisir. C'est vrai que j'ai essayé d'être, alors c'est peut-être un grand mot, mais un peu inspirante, en tout cas pour expliquer comment le SEO est en train de changer et quels sont bah, les pas qu'on va devoir suivre pour les mois et les années futures. Je vois bah, dès aujourd'hui que ça a résonné dans la tête de beaucoup de monde parce que bah, tu vois, on m'en reparle aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, j'ai eu beaucoup de demandes de contact sur LinkedIn, etc. suite à cette conférence. Donc, je me rends compte que effectivement, les gens avaient besoin d'entendre ce que j'ai dit ou en tout cas, ça leur a parlé, quoi. Donc, c'est très chouette et objectif atteint.
En tout cas, tu fais bien de t'autoriser de le dire que c'était hyper inspirant. Nous, on s'est vraiment régalé au sein du collectif Pareto. On s'est même organisé des sessions de replay. Et justement, dans ta Ah, trop bien. conférence, ton personnage de Margaret a beaucoup marqué les esprits. On s'est tous retrouvés en elle. On s'est tous vus perdus dans ce parcours chaotique, en train de jongler entre Google, ChatGPT ou encore les réseaux sociaux avant de prendre la décision d'acheter un produit. Euh, Comment t'es venue cette idée-là de construire toute ta conférence autour du personnage de Margaret? Bah, en fait, alors pour ceux qui n'étaient pas à la conférence, j'ai ouvert le sujet en parlant effectivement de Margaret, qui est un personnage fictif que j'ai décidé de faire incarner par ma grande copine Camille Dufossé pour lui donner un visage. Donc j'avais fait un petit roman photo de Camille dans son parcours d'achat et on voyait bien au fur et à mesure de l'histoire que ben avant on allait sur Google, on cherchait ce qu'on avait besoin et puis ben on allait sur les liens bleus, on achetait. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On va penser à un achat et puis on va aller regarder sur TikTok, sur Instagram, sur ChatGPT. On va oublier ça, on va y revenir un peu plus tard. Et c'est beaucoup plus fragmenté. C'est ce qu'on appelle, donc, comme tu l'as dit, le messy middle. C'est un espace où on va venir bah, osciller entre la découverte de son besoin, des différents produits qui vont pouvoir y répondre. Et puis, le choix où on va venir bah, égrener les options qu'on a, etc. Et alors, pourquoi j'ai choisi Margaret? Eh ben, je dois vous avouer que c'est pas une idée à moi. En fait, je me suis faite accompagner par Ruben Pérez, qui est coach en prise de parole et qui m'avait déjà accompagnée l'année dernière. Euh, et il fait un très bon travail parce que j'ai toujours envie de dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les conférences du SEO Summit, c'est 30 minutes, donc c'est pas beaucoup. Il faut choisir ses batailles. Et en fait, il a eu cette idée de faire intervenir un personnage pour que l'audience puisse bah, se projeter dans le parcours d'achat et la preuve que ça a marché. Donc, l'idée vient de Ruben. Top, top, ça a été réussi en tout cas. Bravo. Ouais, ouais, c'est vraiment, Voilà. vraiment réussi parce que c'est vraiment, enfin, on s'est vraiment tous identifiés. On a vraiment compris qu'en fait, eh bien, il fallait enfin, tu as parlé aussi de la notion de vraiment search everywhere optimization, vraiment être partout, en fait, partout où se trouve bah, notre cible, à n'importe quel niveau de sa, qu'il soit en prise de décision ou qu'il soit en train de rechercher, de comparer, etc. Donc ça, vraiment, c'était du grand réussite. Merci Ruben. Et en fait, ouais, ouais, ouais. Et en fait, voilà, il y a un autre truc aussi, c'est que tu as dit pendant ta conférence quelque chose qui nous a fait vraiment tilt, c'est que tu as dit qu'avant d'être visible, il faut être crédible. Et c'est vraiment chez nous, au sein du collectif Pareto, c'est un peu une obsession, parce que nous, le collectif, il est tout récent, il s'est lancé juste avant l'été, et c'est vraiment la question qu'on se pose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on peut devenir une marque crédible alors qu'on n'est même pas encore connu, en fait? Comment on peut générer cette notion de crédibilité alors qu'on n'est pas encore connu? Bah, c'est vrai que quand on pense à crédibilité, on se dit tout de suite, ah, il faut que je sois une énorme marque avec beaucoup de budget, etc. C'est pas forcément le cas. En fait, ton boulanger peut être crédible par rapport à un autre boulanger de quartier. Là, pour vous donner un petit exemple de ma vie de tous les jours, en Ouais. ce moment, je suis en train de chercher un nouveau salon pour aller me faire les ongles parce que le mien a fermé. Bon, bah, comment je fais mes recherches? Je vais voir sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont des réseaux qui sont mis à jour? Est-ce que les informations sont cohérentes? Est-ce que ça correspond à ce que je recherche? Est-ce qu'ils ont un numéro de téléphone où je peux contacter quelqu'un du salon, etc. Et en fait, on est tous humains, on fait tous la même chose. Donc, la crédibilité, elle va passer déjà par une cohérence des informations qu'on va trouver partout. Est-ce qu'on est présent uniquement sur une plateforme, ce qui peut être le cas, hein. Il y a certains business qui n'ont pas besoin d'être sur 27 plateformes différentes. Si leur travail, c'est uniquement sur Pinterest, eh ben, très bien. Mais par contre, il faut que le Pinterest, il soit carré, nickel, impeccable. Si c'est que le site internet, eh ben pareil. Par contre, il faut qu'on voit que le site il est mis à jour, qu'il y ait vraiment quelqu'un derrière, etc. Donc la crédibilité, elle passe par le fait de donner envie aux gens d'aller interagir avec nous en leur montrant qu'on est une vraie entreprise, qu'on répond à nos clients, qu'on a des informations qui sont crédibles, qui sont à jour et qui datent pas de 2018 avec la fête des mères encore en francs, tu vois. Ouais. C'est vraiment un peu toutes ces choses-là qui font que
bah, de la même manière que quand on rencontre quelqu'un dans la vraie vie, on a envie de lui faire confiance ou pas, bah, c'est la même chose avec une marque en fait. Est-ce que est-ce qu'elle nous envoie des signaux de confiance? Alors sur Google, on parle toujours du fameux EEAT, hein, Ouais, expérience, expertise, autorité et qu'est-ce qui me manque? fiabilité. L'autorité et la confiance, justement. Le trustworthiness. Ouais. Et en fait, tout ça, finalement, bah, ça vient reprendre un petit peu le est-ce que cette marque-là, elle est fiable ou est-ce que cette entité-là, elle est fiable? Est-ce que je peux lui donner mon adresse mail ou bien mes numéros de carte bleue ou bien est-ce que je peux lui acheter quelque chose? Et tous ces petits indicateurs que vient valider Google, finalement, ça amène cet objectif commun qui est que on va mettre en avant des choses qui sont dignes de confiance. Voilà. La confiance, la crédibilité, en gros, c'est-à-dire qu'il y a l'un qui génère l'autre finalement, parce que tu avais aussi évoqué le fait que aujourd'hui, la crédibilité, c'est plutôt à destination finalement des moteurs de recherche, plutôt des IA, et que la confiance, elle va plutôt se générer du côté bah, des internautes, puisque tu avais parlé aussi de ce sentiment de sentiment de collectif de sécurité, en fait, c'est ça. Ouais, en fait, pour moi, les deux sont quand même très liés. C'est vrai que parler de confiance pour un algorithme, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, en fait, Google et les IA viennent mettre en avant des marques ou des produits qui sont déjà, en fait, collectivement validés. Il y a une phrase que j'aime bien et qui dit Google ne t'aime que si tout le monde t'aime déjà. C'est-à-dire que si tu as déjà des mentions, des backlinks, de l'UGC, donc du contenu qui est créé par les usagers, s'il y a déjà des avis clients, si tu vois, tout cet écosystème est déjà en place, s'il y a des recherches de marques, par exemple, si on va venir chercher vélo électrique Décathlon, Ouais. ou bien, j'en sais rien, la Micaline Paris, tu vois, il y a le nom de la marque dans la recherche, ça signifie que on connaît déjà la marque, on est déjà intéressé pour avoir plus d'informations et donc bah, ça envoie des bons signaux à Google qui va mettre plus en avant une marque comme celle-ci qu'une marque qui est absolument inconnue. Mais encore une fois, c'est pas à confondre avec le budget, l'ancienneté, etc. Ça peut être fait à un tout petit niveau. Et c'est un exemple que j'aime bien donner. C'est peut-être un peu égocentré, mais je parle de moi. Euh, Non, c'est intéressant. moi, je suis pas une grande marque, je dépense pas des millions en marketing, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le secteur, etc. Et pourtant, Google me reconnaît comme une entité. J'ai des centaines de recherches avec Nelly Kempf par mois sur Internet. Mon site Internet n'est pas optimisé pour le SEO. Je ne sais pas si vous êtes allé le voir, mais mon objectif, c'est plus que ce soit une carte de visite plutôt qu'un site qui va ranker sur des requêtes SEO. Et pourtant, eh ben, je reçois des demandes qualifiées sur ce site-là toutes les semaines. Donc, ça veut dire que les gens m'ont découvert via différents canaux, peut-être ce podcast, et puis qu'ensuite, ils sont allés faire des recherches de marques avec, bah, moi, ma marque, c'est mon nom, donc en tapant Nelly Kempf. Google comprend que mon nom les intéresse et du coup, il vient me positionner. Et c'est pour ça que j'ai un knowledge graph à mon nom, c'est pour ça que le livre que j'ai écrit sort en premier, que j'ai beaucoup d'articles, etc qui sortent en premier, c'est parce que, bah, en fait, à mon petit niveau, je fais cet effort d'être cohérente partout et d'aller chercher des mentions sur plein de médias différents, en fait. C'est top, Ok, c'est top. super Nelly. Donc, on a bien compris que tu avais créé en fait une cohérence de marque. Tu as même ta petite mascotte Champollion qui sort les entreprises du désert numérique. On n'en a pas parlé, mais Ouais, c'est regarde, il est là. justement, ça fait Ah, et il est là. Ah, Bon, bah tant mieux. Je me disais, elle l'a pas ramené avec elle. Donc, Oui, mais en fait, c'est ton petit. j'ai commandé, j'ai un super néon qui va arriver là juste derrière, il arrive dans 2 jours. Donc voilà. Ok, Parce que je viens et juste de bah, quand il déménager, arrive, on fait la petite un nouveau photo studio. Donc, on voilà. fera le montage, tu sais. de Champollion. En tout cas, tu as parlé aussi d'un mot fort, l'entité de marque. Donc, toutes les marques n'ont pas forcément créé un ADN clair dès le départ de leur lancement. Donc, la question, c'est est-ce que tu penses qu'il vaut mieux travailler sa cohérence de marque avant tout ou plutôt privilégier d'aller taper un peu partout? En gros, est-ce que tu conseillerais aux annonceurs de travailler d'abord sur leur identité de marque
et l'image qu'elles dégagent, donc le pourquoi, le ressenti qu'elles peuvent dégager au niveau des personnes, ou, être présent sur toutes les plateformes et voir ce qui se passe. Alors, pour moi, la réponse, elle est évidente. Il faut d'abord travailler son positionnement. En fait, c'est de là que tout va découler. Si tu connais pas ton positionnement, tu vas être complètement flou, tu vas pas avoir de possibilité de te positionner. Et en plus de ça, comment est-ce que tu vas savoir à qui tu t'adresses, quel est le produit qu'ils attendent? Donc, vraiment, la première étape quand on lance quelque chose sur Internet ou en physique ou n'importe comment, c'est de savoir bah, qui on est, à qui on s'adresse, comment on s'adresse à ces personnes-là et puis, bah, quel est le message qu'on veut faire passer? Euh, c'est Steve Jobs, je crois, qui disait que une marque, c'est le branding, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Donc, c'est exactement ce qu'il faut travailler en fait. Et encore une fois, c'est pas des gros mots, c'est pas des choses qui sont uniquement pour Adidas, pour Netflix, etc. C'est valable pour tout le monde, même en tant que freelance. Eh ben, on est tous ici des freelances SEO, pourtant on a chacun notre identité qui est différente. Eh ben, quand est-ce qu'on veut que les gens nous perçoivent? Moi, par exemple, comme tu me l'as dit, j'ai ma mascotte, je fais des petites blagues, j'utilise le tutoiement. Comme je vous disais au début, j'essaye de tout vulgariser, etc. Bill Kerr, lui, il a un univers qui est complètement différent, à des couleurs qui sont fortes, il se met beaucoup en avant, on n'a pas du tout la même façon de parler, etc. Et c'est de la même façon pour chacun d'entre vous. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes à travailler dès le départ pour pouvoir avoir un positionnement qui va être clair. Ça va nous permettre, nous, en tant que consultants ou marques ou créateurs de produits ou peu importe, de savoir où est-ce qu'on se positionne en fait dans notre marché, qui est notre persona. Ça, c'est vraiment l'objectif parce que sinon, on ne sait pas du tout si notre produit va pouvoir trouver son marché. Et puis après ça, eh ben, on va venir pouvoir récolter les fruits de ce travail de précision parce que si on est complètement flou, si on n'est pas capable d'expliquer déjà dans une conversation comme ça comment est-ce qu'on se positionne, quels sont nos événements, nos éléments différenciants, à qui on s'adresse, comment, pourquoi, etc., il n'y a aucune chance que Google ou que les IA le comprennent. Donc, il faut déjà que ce soit très, très clair pour nous pour qu'ensuite, ce message, il puisse bah, rayonner et être interprété par d'autres humains, les moteurs, les IA, etc. Donc, non, d'abord, dans un premier temps, travailler le positionnement, l'image de marque, c'est très, très important. Bon, c'était un peu une question Ok, rhétorique, hein, mais ouais. on voulait un peu la poser quand même. On voulait la poser parce Oui, qu'il mais on fallait voit que énormément de ce soit marques dit. qui ne savent pas du tout où elles. Je t'ai coupé la parole, pardon. Non, non, pas du tout. Je disais, il fallait que ça soit dit. Il fallait qu'on Ouais. l'entende. Mais tu vois, c'est pas une vérité pour tout le monde. Il y a énormément de marques qui n'ont pas de positionnement clair et qui vont bah, tout rédiger avec l'IA. Alors, je suis pas du tout contre l'IA, hein, mais il faut qu'il y ait quand même une touche, une patte, quelque chose qui soit reconnaissable. Qui vont avoir un logo créé avec l'IA, qui vont avoir un slogan créé avec l'IA, ou quoi, alors ils ont recopié celui du voisin. Bon, bah, le résultat, c'est qu'on va prendre le voisin, quoi. C'est tout. Oui, effectivement. Donc, bien se connaître, connaître ses personas, enfin son persona ou ses personas, et créer donc la cohérence de marque. Donc, on comprend que la cohérence de marque est vraiment ce qu'il faut privilégier avant de vouloir être visible partout. Donc, par quoi ça passe exactement? Par exemple, on va prendre un cas vraiment concret, pratico-pratique, donc une petite entreprise qui est sans presse ni backlink. Par quoi tu conseillerais de commencer pour poser les premiers signaux d'existence? Eh bien, déjà, de créer ce qu'on appelle une plateforme de marque. Donc, en fait, une plateforme de marque, c'est un document qui va venir reprendre un petit peu toutes les informations qui vont... C'est la carte d'identité de l'entreprise. Donc, quelles sont les valeurs, quelle est la typographie, les couleurs, les icônes qui sont utilisées, quel est le logo, est-ce qu'on utilise le tutoiement ou le vouvoiement, quel est le tone of voice de l'entreprise, tu vois, est-ce que on est très sérieux comme, par exemple, une assurance ou quelque chose comme ça, ou bien est-ce qu'on est beaucoup plus fun comme Burger King, Duolingo et ça, c'est pas en fonction de l'industrie, parce que tu vois, Duolingo, très très Ouais. fun, Rosetta Stone, qui vend la même chose, beaucoup plus, tu vois, corporate, il n'y a pas une blague qui dépasse, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de venir axer, non, c'est pas le mot, mais acter noir sur blanc, euh,
la carte d'identité vraiment de l'entreprise. Donc, qui on est, qu'est-ce qu'on véhicule, quels sont les produits, comment est-ce qu'on les communique, qui sont les personas, etc. Et ça, c'est un document qu'on doit toujours garder en tête et puis qu'on peut donner aussi aux autres personnes qui vont travailler avec nous, que ça soit d'autres freelances, des prestataires, etc., qui vont utiliser la voix de la marque. Il faut que ce soit cohérent partout. Donc, si tu es une petite entreprise et que tu délègues la création de ta fiche Google Business Profile à quelqu'un, parce que c'est pas ta spécialité, bon, et ben cette fiche Google Business, il faut qu'elle reflète ton entreprise. Donc, il faut que tu aies transmis cette plateforme de marque, la façon dont tu parles aux gens, les valeurs qui sont les tiennes, les éléments qui sont différenciants, etc. Et ça va venir ensuite se multiplier sur de plus en plus de plateformes au fur et à mesure que tu vas grandir et que tu vas avoir des pistes de communication. Nice. Yes, Nelly, tu Merci. fais bien de mettre l'accent justement sur l'importance de tous ces éléments-là qui composent l'identité de marque. On a aussi beaucoup parlé de la crédibilité et de la confiance, mais en même temps, c'est l'un des plus gros sujets abordés dans cette interview aujourd'hui. Ce qui serait intéressant aussi de savoir, Nelly, selon toi, qu'est-ce qui pourrait détruire la confiance plus qu'elle ne se construit? Est-ce que tu as déjà observé des red flags qui reviennent souvent, par exemple? Plein. Plein, plein. Justement, on veut des exemples, Et justement. c'est beaucoup plus facile de détruire la confiance que de la gagner, hein. C'est pareil en amour, en amitié, dans les relations avec les humains. On peut mettre des mois, des années à construire une relation qui va être durable. Et puis, un pas de travers, et c'est catastrophique. C'est la même chose en fait avec les entreprises. Donc des petites choses qui vont pas forcément réduire la confiance à néant, mais qui vont l'égrener au fur et à mesure, ça va être des erreurs techniques sur le site. Tu vois, tu passes ton temps à arriver sur des erreurs 404. Bon, au bout d'un moment, tu dis, allez, c'est bon, ça va, celui-là, il m'énerve, je vais aller voir le concurrent. Ou bien un site qui met très très longtemps à charger ou qui n'est pas responsive, tu peux pas réussir à avoir les informations que tu cherches, c'est chiant. Donc tu te dis, OK, ils mettent pas d'effort pour être clairs par rapport à leurs clients qui devraient être pourtant leur priorité numéro un. Donc une fois que je leur aurai donné mon argent, qu'est-ce qui va me dire qu'ils vont être fiables? Pareil, avoir des mentions légales, avoir un site qui va être sécurisé en HTTPS, toutes ces petites choses-là sont très importantes. Après, ça va être, par exemple, sur la Google Business Profile, d'avoir la bonne adresse, les bons horaires, parce que tu arrives dans une boutique qui marque qu'elle est entre midi et deux. Toi, tu t'es dépêché de manger un sandwich pour ta pause déjeuner, tu veux absolument aller là-bas, tu arrives là-bas, c'est fermé. T'es un peu énervé, t'as pas forcément envie d'y retourner, quoi. Si tu retrouves pas le même style de message entre les différentes plateformes. Par exemple, si sur TikTok et sur Instagram, tu vas voir le fondateur qui fait plein de blagues, qui est hyper accessible, qui utilise le tutoiement, qui se fait preuve d'autodérision, etc. Tu arrives sur le site internet, c'est des textes au kilomètre, il n'y a absolument aucune âme, etc. En soi, ça peut correspondre à une ligne édito, mais il faut juste que ce soit la même partout, tu vois. Je veux dire, si tu as une entreprise de pompes funèbres, on s'attend pas forcément à ce que tu fasses plein de blagues et que tu sois hyper jovial. C'est OK, il n'y a pas de problème avec ça, mais juste, n'embauche pas un clown pour faire tes vidéos sur TikTok, quoi, tu vois. Ça n'a pas fonctionné parce que tu sais pas, en fait, si tu es vraiment sur la même entreprise, tu es en train de te demander, OK, est-ce que c'est vraiment la même chose? Et puis alors, pire, si c'est pas le même ton et puis pas la même cohérence, tu vois, visuelle. Si tu as par exemple une ancienne charte éditoriale et visuelle sur le site internet, alors que sur Instagram, tu vas avoir des couleurs qui sont complètement différentes, etc., en fait, tu as l'impression de t'être trompé de site. Donc tout ça, ça va venir altérer un petit peu la confiance. D'accord. Et après, c'est la façon de communiquer. Tu vois, les entreprises peuvent faire des erreurs, mais pas plus tard que ce matin, j'ai vu sur LinkedIn un post de quelqu'un qui reprenait une campagne de KFC. Je crois que c'était en 2018. Alors, je sais plus de qui venait le post parce que j'ai regardé ça très vite. Et KFC a fait une publication dans les journaux avec un bucket qui était vide, avec marqué Nous sommes désolés. Et en fait, il y a quelques années, apparemment, ils ont eu une pénurie de poulet et donc il n'y avait aucun poulet dans aucun KFC. Donc, problématique, les gens auraient pu être très très énervés. Ok, je vais au KFC, je veux manger du poulet, c'est dans le nom littéralement, c'est ça que je veux manger.
Bon, bah, la solution, elle n'était pas trouvée tout de suite, mais par contre, la façon de communiquer, ça permet de conserver la confiance des clients et puis bah, de désamorcer un petit peu la crise qui aurait pu être très problématique, mais d'être transparent, de communiquer avec les clients, ça permet toujours de conserver la confiance aussi, quoi. Ok, donc il y a certainement à chaque fois des petites choses qui ont l'air anodines, mais qui vont peut-être faire fuir en fait le client ou le futur client. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette clarté, enfin, qu'il faut surtout pas avoir, enfin, cette clarté dans la cet alignement pardon, dans la cohérence. Tu as expliqué aussi que Google ne cherche plus seulement un mot, mais il cherche une intention, une émotion derrière la requête. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit que le SEO devient une histoire d'empathie. Et ça me rappelle un petit peu dans ta conférence, tu avais évoqué qu'il fallait devenir un raccourci cognitif dans l'imaginaire de nos clients. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage ce concept-là? Ouais, bien sûr. En fait, c'est tout simplement le fait de devenir une évidence quand le client a besoin du type de produit ou de service qu'on peut. Donc, c'est être vraiment top of mind. Par exemple, on se dit, on va faire une soirée Netflix, je prends un Uber, on se commande un Uber Eats, justement, ou bien on va réserver un Airbnb. Toutes ces marques-là, oui, c'est des grosses marques, mais ça montre que ça devient réflexe. Et l'objectif de chaque marque, aussi petite ou grosse soit-elle, c'est dans sa niche de devenir un réflexe. Et donc pour ça, eh ben, il faut être présent, comme on l'a déjà dit un petit peu depuis le début de cet échange, à tous les points de contact avec le client, plus uniquement sur Google, mais partout là où il va rechercher. Donc ça peut être sur Instagram, ça peut être sur YouTube, ça peut être dans des podcasts, dans tout un tas de supports. Et l'idée, bah, c'est pouvoir être une personne, une entité de confiance, encore une fois, on y revient, pour le rassurer dans chacun des doutes qu'il peut avoir, peu importe le moment dans lequel il se trouve dans son parcours d'achat. Donc, au début, quand il n'a pas du tout conscience de son problème, eh ben, on va être là pour venir l'éduquer, lui dire, ah, il y a quelque chose dans ta vie qui pourrait peut-être être un petit peu amélioré. Par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui dort mal. On va lui dire 92% des Français ne dorment pas suffisamment et vous en faites probablement partie. Ok, il n'avait pas conscience qu'il dormait mal, mais à la fin de l'article, il se dit, ah ouais, c'est vrai, en fait, je me réveille souvent un peu fatigué le matin, etc. Là, il a pris conscience de son problème, il va avancer un petit peu, il va se dire, OK, est-ce qu'il y a des solutions pour ce problème-là? Donc, notre marque de matelas, elle va dire, bah, alors, pour dormir bien, vous devez avoir une chambre pas trop chaude, pas trop froide, éviter les écrans avant de dormir, machin. Et puis, les matelas à mémoire de forme, c'est formidable. Ok, il y a des solutions. Bon, quelle est la solution pour moi? Je dors déjà dans une ambiance qui est bonne, je vais peut-être devoir changer mon matelas. Bon, pourquoi mémoire de forme? Pourquoi un autre, etc. Et il continue d'avancer comme ça, et à chaque fois, il tombe sur des contenus avec des formats et des sujets qui sont différents, mais qui sont toujours créés par... Une fois qu'il saura qu'il doit acheter son matelas mémoire de forme, comment il fait pour nous choisir, nous? Eh bien, c'est parce qu'on aura eu des super bons avis clients, parce qu'on aura fait des comparatifs, parce qu'on l'aura rassuré sur le fait que notre produit, il est bon pour lui. Et puis, le tout dernier élément, ça va être bah, la fiche produit, où on va encore une fois venir lever toutes ces objections, lui permettre d'être en confiance et de mettre la carte bleue. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre à chacune de ces étapes-là dans les baskets de notre prospect, d'essayer de comprendre bah, quelle émotion il est en train de vivre au moment où il fait cette requête-là, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, sous quel format il a besoin de le savoir. Quelqu'un qui a crevé au bord de la route, il pleut, il est au bord de l'autoroute, il est paniqué, il n'a pas besoin d'avoir un historique de quand quelle année a été créé Michelin, quoi, tu vois. Il a besoin d'avoir un tuto vidéo de 2 minutes sans publicité, sans rien, qui va très rapidement lui expliquer comment se mettre en sécurité et comment changer sa roue rapidement. Alors que quand il est au calme et qu'il veut savoir s'il doit changer ses pneus pour Ouais. l'hiver pour aller à la montagne, là, ok, tu peux lui faire un article détaillé avec toutes les différentes formes de pneus. Mais chaque intention a vraiment un objectif derrière. Et si tu tombes à côté, bah là, tu n'es plus du tout dans l'empathie dont on parlait juste avant et tu es juste en train de vendre ta soupe, en fait. Ça va tomber à côté, ça va pas fonctionner. Donc l'idée, c'est vraiment
de toujours, toujours, toujours se demander qu'est-ce que vit la personne qui va me lire ou qui va me regarder à ce moment-là et qu'est-ce qu'il a besoin de savoir en fait. Comment je fais pour l'emmener d'un point A à un point B à la fin de sa consommation de mon contenu, quel qu'il soit. Yes, c'est vraiment se mettre à sa place, quoi. Ouais, et du coup, tu as, Ouais. anticipé un petit peu la question que je voulais te poser, mais du coup, tu as vraiment répondu parce que, parce que du coup, voilà, on a compris que voilà, il va falloir créer différents types de contenus en fonction du besoin, en fonction de l'instant T du persona, et que du coup, bah, c'est vraiment, c'est ce qu'on voulait mettre en avant aussi, c'était ça qu'on voulait mettre en avant, c'est que finalement, la marque, ça devient vraiment. C'est ça, c'est le propulseur de la visibilité, c'est le fait de créer de la cohérence partout. Et c'est grâce au fait qu'on va devenir cohérent, qu'on va générer de la confiance, qu'on va générer de la crédibilité et que du coup, on va générer du chiffre d'affaires. Ouais, c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui. Il y a une autre chose aussi qu'on voulait parler avec toi parce qu'on voulait faire un parallèle terrain avec ce qu'on est en train de vivre, enfin, en tout cas, avec ce que l'un de nos membres du collectif est en train de vivre en ce moment, qui travaille sur une marque qui, commercialement, n'est pas encore disponible. Donc, elle est visible sur le web, elle a son site internet. Les produits sont visibles, mais ils ne sont pas encore disponibles à l'achat. Et tout l'objectif, Mhm. c'était d'asseoir un petit peu l'autorité de la marque sur la thématique, commencer à développer les premiers contenus sur le brand, d'avoir plein de contenus qui parlent de la marque sur d'autres sites thématiques, etc. Donc, c'est en fait de développer finalement, c'est de brander avant de ranker, encore une fois. Est-ce que, Eh oui. voilà, donc est-ce que finalement, pour toute marque qui se lance, est-ce que finalement, c'est pas la nouvelle manière de faire? Est-ce que c'est pas les nouveaux usages finalement à adopter? C'est-à-dire, avant de se lancer, bien qu'on n'ait rien à vendre, en fait, qu'il va falloir brander d'abord. Ouais, moi j'en suis convaincue et en fait c'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà confiance en toi. D'ailleurs, ça se fait beaucoup, hein, tu vois, il y a beaucoup de formations qui se créent une fois que la demande est faite et elle va se co-créer avec ben, les gens qui se sont inscrits sur liste d'attente. Ça se fait peut-être un petit peu moins maintenant, mais il y a quelques années, on avait énormément de communautés sur Facebook, tu vois. Je pense à des culottes menstruelles, à Ouais, des choses comme ça, qui ouais. avaient des énormes communautés sur Facebook. Et c'était un monoproduit. En fait, ils ont développé la gamme par la suite avec l'aide, avec le soutien de leur communauté. Ou même, regarde, comment ça s'appelle Bonne Gueule. Bonne Gueule, à la base, c'était seulement un média de mode pour les hommes. C'était un blog. Et maintenant, c'est aussi une marque de vêtements. Ils vont vendre des produits, mais à la base, ils n'avaient rien à vendre. Hmm. C'était juste un média. Et ça se fait de plein de façons différentes. Moi, quand je me suis lancée sur LinkedIn, j'avais pas encore terminé ma formation, mais je me suis dit, OK, je vais commencer à parler de moi, à venir expliquer un petit peu aux gens ce que je fais, qui je suis, etc. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde aussi. Donc vraiment, c'est une très très bonne idée de faire parler de la marque avant. Et je pense que la meilleure façon d'avancer sur ce sujet-là, c'est d'essayer de commencer à créer une communauté sur une plateforme qui va être la plateforme un peu phare, tu vois, Ah, par ouais, rapport ouais. à l'industrie de la marque. Et puis de pouvoir commencer en fait à se positionner comme un acteur de confiance. Si on n'a rien à vendre, c'est encore mieux parce que du coup, les gens ne vont pas avoir l'impression de faire affaire à un panneau publicitaire et ils vont se sentir un peu dans un petit cocon. On va venir répondre à leurs interrogations ou on va venir pouvoir bah, les aider, les conseiller sur un sujet particulier. Pardon. Donc pour moi, il n'y a absolument aucun problème à communiquer, brander, créer la marque, commencer à se positionner, aller chercher des backlinks, des mentions, même intervenir dans des podcasts, participer à des événements, etc. Tant qu'on n'a pas de produit, au contraire, c'est top. Ouais, et du coup, c'est ce que tu avais dit à un moment donné aussi dans ta conférence, c'est qu'il faut créer un petit peu c'est la répétition externe et c'est surtout qui compte. Et finalement, c'est de se créer des espèces d'ambassadeurs, en fait, avant même de finalement avoir quelque chose à vendre. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, toi, en tant que marque, tu as beau dire que ton produit est formidable, génial, etc. Si tu es le seul à le dire, ça n'a pas énormément de Bon, un poids. impact, ouais. Alors que si tu as effectivement des ambassadeurs, des mentions de marque, d'autres personnes qui parlent de toi, eh ben, ça va venir
activer un petit peu ce réseau de micro-signaux de confiance. Et en fait, par exemple, moi, je suis là aujourd'hui parce que ça me fait très plaisir de vous parler, parce que c'est des super questions et parce que je suis très contente d'aborder ces sujets-là qui m'animent, mais aussi parce que finalement, c'est un petit signal supplémentaire de OK, je sais de quoi je parle, on m'invite sur des podcasts, peut-être même que vous allez faire un petit backlink sur mon site depuis le Claro que vôtre, sí. etc. Tu vois, il va y avoir des mentions avec mon nom, etc. Et c'est réciproque, tu vois, ça marche dans les deux sens. Moi, j'ai aussi une rubrique sur mon site où je parle des podcasts, des conférences sur lesquelles j'ai été invitée, parce que ça vient asseoir ma notoriété d'être invitée sur des podcasts, dans des conférences. Et puis, c'est donnant-donnant, tu vois, on partage l'un et l'autre la visibilité de l'autre intervenant. Donc, toutes ces choses-là n'ont pas besoin d'être corrélées avec quelque chose à vendre. Et plus on s'y prend tôt, plus on va avoir de signaux comme ça qui vont se diffuser un peu partout sur Internet. Well done. Merci, merci. C'était ultra intéressant. Merci parce que voilà, tu as répondu à toutes mes questions. Tu nous as même anticipé pour certaines. Je crois que Ouais. pour tout ce qu'on avait en termes de sérieux, je crois on Ouais. avait fait le tour. Euh, Donc, ouais, on a fait le tour, hein, Nelly. On va passer à Ok, une autre étape. Jusque-là, on a été sage. Hein. Tu as répondu à toutes les ok, questions avec franchise, tranquille. Bon, t'inquiète pas, zéro pression. Dans les voies du SEO, on met un moment où on a un peu des questions un peu décalées. On a parlé confiance, branding, IA, Messi, middle, que du sérieux. Là, on va être un peu sur des questions te concernant. Donc, des réponses courtes, spontanées, comme tu sais bien le faire. Et on va t'embarquer dans notre mini rafale de questions décalées. Nelly, est-ce que tu es prête? allez, on y va. Je les ai pas lus en plus, donc c'est une vraie découverte. Ok, bah super. Comme ça, ça sera encore mieux. Tu peux buzzer si tu veux. Non, je rigole. Ok. Alors, Attends. On y Ah alors, ouais. est-ce que tu es prête? Donc maintenant, la première question, est-ce que tu as un GPT pour aider à la construction de marque? Est-ce que tu as une petite Nelly Conf de poche qu'on peut emporter partout pour nous aider avec ChatGPT à construire notre marque? Alors, pas pour mes clients, parce qu'en général, quand ils viennent me voir, ils ont déjà leur marque qui est créée. Mais effectivement, j'en ai utilisé un pour mon rebranding qui n'est pas de moi. Alors, je vous donnerai plus tard, si vous voulez, le nom du GPT que j'ai utilisé, parce que tout de suite, j'ai complètement oublié le nom. Mais j'ai fait effectivement un rebranding il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais besoin de chapeauter un peu toutes les différentes activités que j'avais au sein de ma journée. Et oui, je me suis aidée d'un GPT qui a été, ma foi, très pertinent. Ok. Bah après, c'est peut-être une idée à développer. On en reparle peut-être après. Exact. Bah, si tu n'avais pas choisi le SEO, tu ferais quoi aujourd'hui? Alors, je suis très curieuse de beaucoup de choses. Donc, j'ai déjà eu beaucoup de vie avant le SEO. Euh, donc, je pense que j'aurais continué une de ces vies-là. Et notamment, j'ai créé au Mexique où j'habite une marque de décoration murale. Alors là, je viens de déménager, donc là, j'en ai pas à vous montrer, juste, mais normalement, j'en ai plein partout. Et c'est d'ailleurs pour cette marque-là que j'ai découvert le SEO, en fait, parce que j'avais besoin de créer le site internet, de me rendre visible, etc. Donc, je pense que je continuerai à être artisane slash e-commerçante. Pas pour plus tard, on ne sait jamais. S'il y avait un cliché à supprimer sur les consultants SEO, lequel tu supprimerais? Hmm. Alors, que c'est des gros geeks qui vivent dans une cave et qui regardent des écrans avec des lignes de code vertes sur noir. Bon, on n'est pas comme ça. Non, pendant très longtemps, le SEO a été un peu ce truc très technique, entre initiés, etc. Ça peut toujours être le cas, mais on voit bien qu'il est complètement en train de changer et que ça se rapproche beaucoup plus du marketing, ce qui était à la base le SEO aussi. Donc, ouais, mettre à mal un peu ce cliché de «Ah, c'est pas pour moi, c'est trop technique, il va falloir faire des lignes de code toute la journée».
Non, il faut en faire ou il faut discuter avec des gens qui codent et qui sont dans la tech et les data, mais c'est pas que ça. Oui, c'est pas que ça, c'est vrai. Tu dis souvent de faire confiance au processus. Dans la vie perso, tu es plutôt plan de route ou improvisation totale? Ah, oh, j'improvise beaucoup. Ça ne Ouais. m'étonne pas. Pourquoi je suis pas surpris? Ouais. En général, quand je sens que quelque chose peut être, tu vois, intéressant, stimulant, challengeant, c'était pas sur le plan, mais c'est pas grave, on y va. Ouais. Ok, top. Sur le podcast SEO Augmenté, on t'a entendu dire que tu étais potentiellement en train d'écrire ton deuxième bouquin. Est-ce que Ah. tu penses que tu peux nous livrer l'exclu ou c'est encore top secret? T'inquiète pas, ça reste que entre Bah, nous. si ça tenait qu'à moi, je vous aurais déjà tout dit, mais la maison d'édition ne veut Ouais. pas qu'on en parle pour l'instant. Donc, Elle ne malheureusement, saura pas. je ne peux pas vous en dire bien plus. Ça sortira l'année prochaine. Le manuscrit est Ok, déjà est rendu, etc. Mais je ne peux pas bien vous en dire plus, malheureusement. Bon, on a ok. déjà un Bon, petit, on a dit on a déjà l'info. Ouais, petit truc. Ouais. c'est avancé. Le projet est bien avancé. Ouais, ouais, Et, ouais, ouais, et dernière question, et je pense que c'est la plus importante. Est-ce que Margaret a enfin Ah, laissé un avis sur Beats? Parce qu'on veut la fin de l'histoire. Et on ah, veut peut-être les autres histoires de Margaret, peut-être comme Sophie, les péripéties de Margaret, je sais pas. écoute, j'espère que Margaret a laissé un avis parce qu'en tout cas, si vous avez suivi la conférence, vous savez qu'elle a acheté, elle a fini par Oui. acheter à l'usure. Mais voilà, donc normalement, si Bits a bien fait son travail, ils ont dû avoir un processus de post-achat qui va demander à Margaret ce qu'elle a pensé de son achat et qui va l'inciter à laisser un avis. Donc, si tout s'est bien passé, elle a dû en laisser un. Malheureusement, j'ai pas eu de retour depuis. Ah Et mince. elle a peut-être Du même coup, on sera sur recommandé notre fin. ça à des amis à elle en plus. Ouais. Eh ben, peut-être. Elle a peut-être même Bon, un petit code parrainage, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. on sait pas. Bon, on restera sur notre fin, mais en tout cas, merci Nelly d'avoir répondu à toutes ces questions avec toute ta spontanéité. Et voilà. Merci. Ouais, non, super. Merci pour. Bah déjà, merci pour ton temps. Merci de nous avoir accordé ce temps supplémentaire avec nous. On a été ravis de pouvoir échanger avec toi, que tu puisses répondre davantage à nos questions. L'idée, c'était vraiment, encore une fois, voilà, de mettre en lumière les voix du SEO comme toi, parce qu'on partage en fait cette manière de façonner le SEO, comme on dit, c'est pas du tout quelque chose de. Ça peut être technique, mais aujourd'hui, c'est aussi surtout en tout cas, le SEO de l'empathie, de le SEO de l'humain, le SEO pour le business aussi, parce que c'est pas une question de trafic, c'est une question aujourd'hui de comment faire pour être une marque visible, donc une marque crédible, donc une marque rentable. Donc, en tout cas, merci pour tout. Euh, et puis, donc, on va se laisser là. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas donc à le partager, n'hésitez pas à commenter. La prochaine interview, ce sera donc avec Dimitri Ajon, donc le fameux ninja du SEO, qui sera interviewé donc plutôt sur la partie LinkedIn et le SEO. Et donc, ce sera donc avec nos collaborateurs Cindy et Michael qui seront à l'honneur de cette interview. En tout cas, merci à tous. Merci Choki, merci Deina, merci Lady. Merci, Et merci Nelly, puis, je merci vous tout le dis à monde. très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.